une rivière importante, l'Isère, près de son confluent avec un fleuve impétueux, le Rhône. Juste sur le 45e parallèle, cercle symbolique rappelant que la France est un pays tempéré. Cette rivière, si elle est impropre à la navigation, comme beaucoup d'autres, on a pensé à la faire travailler. Mais elle a un caractère torrentiel, indiscipliné. Certaines fois, elle submerge et dévaste. D'autres fois, elle s'amenuise jusqu'à dormir en un petit filet au milieu des galets. Un tel travailleur, aussi fantaisiste, aussi peu constant dans ses efforts, a un piètre rendement. Quel est le caractère de cette rivière? C'est avant tout un cours d'eau de montagne. En hiver, les précipitations se font sous forme de neige, donc inutilisables. Le froid pétrifie l'eau et le débit est extrêmement faible. Au printemps, abondance et quelquefois surabondance due à la fonte des neiges. En été, débit assez régulier provoqué par la fonte des glaciers. Il apparaît tout de suite que les richesses hydrauliques ne correspondent en rien dans le temps aux besoins de l'homme. Les plus fortes consommations d'énergie ayant lieu justement au moment des plus faibles débits. On a donc réalisé un équipement plus faible. En hiver, on utilise au maximum toute l'eau, mais il y en a peu. Au printemps et en été, la limite de la puissance installée arrive à provoquer de fréquents déversements d'une eau en surplus et, de ce fait, inutilisable. L'idée est venue tout naturellement de thésauriser. Cette richesse, cette eau qui déverse et qui est perdue pour tous, a cependant une énergie potentielle. Pourquoi ne pas la maintenir à haute altitude, quand elle est en quantité superflue, impossible à utiliser, pour ensuite la faire travailler lorsque les disponibilités se raréfient? Elle fournira ainsi une énergie appréciable d'hiver. Pour cela, il a fallu trouver un site intéressant, en tête de vallée, à l'entrée de gorge constituant un verrou naturel, aussitôt après une cuvette permettant d'accumuler l'eau. Mais cet aménagement exigera de grands sacrifices. Une cuvette en montagne est toujours un des rares emplacements cultivables. Et, par conséquent, on y trouve quelques habitations. On doit donc demander aux habitants de ce village de se sacrifier au bénéfice de la collectivité. Ces rudes montagnards, habitués à une vie en commun avec leurs bêtes, devront abandonner le lopin de terre natale pour que le bien-être se répande au profit de gens qu'ils ne connaissent pas. Cette cuvette naturelle, les techniciens l'ont explorée. Ils ont posé, sur le plateau voisin, aux Boisses, les premiers jalons de ce qui va devenir les installations de chantier. Il faut tout d'abord procéder à la dérivation du cours de la rivière par un tunnel provisoire pour en assécher le lit et asseoir les fondations du barrage. Parallèlement,
il est nécessaire de détourner la route nationale qui enjambe l'Isère juste à l'endroit où on va édifier le barrage. On construit pour cela un second tunnel provisoire, à la sortie duquel la route va franchir la rivière sur le Batardeau amont. Ce pont du Chevril, qui permettait le franchissement de la route nationale au-dessus de l'Isère, va être détruit. Parallèlement, des travaux importants de viabilité sont entrepris dans toute la région. « 18 kilomètres de route sont construits, tant en route de chantier qu'en route du réseau des ponts et chaussées qu'il a fallu dévier. De nombreux murs de soutènement vont être mis en place. Pendant ces années de préparation, les gestes traditionnels de l'artisan, tant mineur que maçon, ont régné en maître avant de faire place aux nouvelles techniques des travaux publics. On procède enfin à la coulée des premiers mètres cubes de béton qui vont constituer les fondations du barrage dans le lit de l'Isère, juste à l'emplacement de l'ancien pont du Chevril. Ces premières coulées de béton sont exécutées avec un matériel courant et mobile en attendant l'achèvement des installations de bétonnage spéciales. Mais il faudra encore 18 mois avant que celle-ci ne soit prête. Aussi réalise-t-on une installation auxiliaire, dite installation basse, composée de matériel de puissance moyenne, mais immédiatement disponible. La pierre utilisée par cette installation basse provient pour les gros éléments d'une carrière de quartzite. Les éléments plus fins sont fournis par les alluvions de l'Isère, exploités par 2 draglines. Cette installation basse, capable de 35 mètres cubes à l'heure, a permis la mise en place des premières assises du barrage, traversées par les conduites de vidange de fond, ainsi que les bétonnages de la tour de prise d'eau. Pour tous ces travaux, il a fallu faire appel à une main-d'œuvre importante, dont l'effectif a dépassé 4000 travailleurs, que les ressources locales ne permettaient évidemment ni de loger, ni de nourrir. On a dû construire 7 cités, réparties en divers endroits, tenant compte de l'altitude des travaux à effectuer
et des risques d'avalanche. 10 cantines ont été également édifiées, permettant au personnel de prendre ses repas à proximité du lieu de travail ou du lieu d'habitation. Ces travailleurs n'ont pas été occupés uniquement à la construction du barrage. De nombreux mineurs ont procédé au percement d'une galerie d'amener qui, à flanc de montagne, sur une longueur de 15 km, permet de conduire les eaux depuis la sortie de l'usine des Brévières jusqu'au droit de l'usine de Malgovert, à proximité de Bourg-Saint-Maurice. Au passage, cette galerie capte les eaux des torrents de la Savine, du Mont-Pourri, des Trois-Fontaines, du Lavanché et de Pisse-Vieille. L'usine de Malgovert travaille sous une chute de 750 mètres et ses 420 000 chevaux permettent une production annuelle dépassant 600 millions de kilowattheures. Le village de Tignes, qui mesure maintenant le sort qu'il attend, a vécu son dernier hiver alors que, à proximité, les installations de chantier, dès le printemps revenu, vont poursuivre l'édification du mur destiné à accumuler l'eau qui va le noyer. L'installation haute fait appel à des moyens puissants et variés, depuis le wagon drill jusqu'à la sondeuse à trépan, automotrice sur chenille, travaillant à la carrière de la laie, d'où on extrait un calcaire dur convenant parfaitement à la fabrication du béton. L'exploitation de cette carrière se fait par grand sautage, libérant jusqu'à 40 000 tonnes de matériaux à chaque volet. Il a suffi de 4 coups de l'énorme pelle dont les dents sont venues mordre dans les éboulis et le camion chargé apporte au concasseur sa ration d'aliments. 15 tonnes qui vont lui être renouvelées toutes les 2 à 3 minutes. Toutes les heures, il faut acheminer 400 tonnes de matériaux à la station de préparation qui va les rebroyer, les classer, les stocker. Le ciment, amené par wagons spéciaux en gare de Bourg-Saint-Maurice, est acheminé aux Boisses par téléphérique. Le poste de commande de la tour à béton permet le fonctionnement de celle-ci, soit sous les impulsions d'un conducteur, soit au contraire automatiquement. Un réglage préalable permettant le dosage des divers constituants.
bennes, acheminées par tracteurs diesel électriques, sont amenées à pied d'œuvre par 3 blondins, 2 de 20 tonnes et 1 de 10 tonnes, tributaires des seules indications d'un radio. L'utilisation de gros éléments dans la fabrication du béton a permis une moindre consommation de ciment, provoquant une économie de 180 millions de francs. Mais la mise en place a exigé des pères vibrateurs électriques d'une puissance unitaire de 6 chevaux. Après solidification du béton et décapage de la surface de reprise, les coffrages sont remontés pour permettre la mise en place de nouvelles couches. Pour fabriquer les 650 000 mètres cubes que réclame la construction du barrage, on ne dispose en moyenne que de 150 jours par an. Les moyens de transport ont de ce fait causé des sujétions importantes. Dans ce pays, où rien n'est plat, on a eu surtout recours à des téléphériques. On en compte 4, d'une longueur totale de 25 km, capables d'un transport de 400 tonnes à l'heure pour les agrégats et de 35 tonnes à l'heure pour le ciment. Parallèlement, la construction de l'usine des Bréviaires se poursuit. Les travaux de génie civil ont été alimentés par l'installation BAT. Ces 130 000 chevaux, travaillant sous une chute moyenne de 200 mètres, produiront annuellement 150 millions de kilowattheures. À l'intérieur de la prise d'eau, les eaux vont être maintenues à l'amont du barrage par 3 vannes wagons que l'on met en place, 2 de 8 mètres carrés obturant l'entrée des conduites de vidange de fond, une de 14 mètres carrés permettant l'accès de la galerie d'amener à l'usine. Ces vannes seront commandées par des vérins hydrauliques. La galerie d'amener, traversant un éperon rocheux sur près de 1 km, a un diamètre de 3,75 m. Elle comporte un blindage en acier. À la partie supérieure, on a aménagé un drain qui permettra d'éviter des pressions extérieures lors de la vidange de cette galerie. Après la chambre de vanne, elle est prolongée par une conduite forcée à l'air libre de 200 mètres de long, alimentant sous une pente de 40% l'usine des Bréviaires. Après que l'on ait exprimé toute l'énergie qu'elle contenait, les eaux, tranquillisées, vont par ce canal de fuite être rendues au lit naturel de l'Isère. Mais cette restitution est toute provisoire et, quelques centaines de mètres plus loin, elles vont à nouveau être détournées et dirigées par la galerie sur l'usine de Malgovert. Et l'on va aborder maintenant la dernière campagne de bétonnage, celle qui va amener le barrage à sa crête à 180 mètres au-dessus de ses fondations. La nouvelle route nationale étant terminée, on procède aux préparatifs de la mise en eau. Ici, le tunnel routier est obturé par un bouchon en béton. L'étanchéité en est parfaite par des injections de ciment sous pression. L'heure solennelle de la mise en eau est arrivée. On ferme la dérivation provisoire de l'Isère par un bâtard-d'eau mobile, à l'abri duquel on bétonnera immédiatement, quelques mètres plus loin, un bouchon définitif à l'intérieur de la galerie.
Et le cours d'eau, ne trouvant plus le chemin souterrain qui lui avait été imposé pendant plusieurs années, va buter contre le mur. Nous assistons à la lente naissance de ce qui va être le nouveau lac de Tignes. Les eaux prennent maintenant possession des installations industrielles. Elles reconnaissent le chemin au prix d'un rude travail. Elles auront désormais à parcourir. Et l'on vit maintenant le plus douloureux épisode de cette grandiose réalisation. Les derniers tignards vont quitter ces lieux que de tout temps leurs familles ont connus. Mais cet exode prévu est organisé méthodiquement. Matériellement, ces gens qui ont été indemnisés ne perdent rien. Sentimentalement, on les arrache au berceau de leur enfance. L'eau, avide de l'espace qui lui a été promis, veut envahir le village. L'Isère n'ensevelira que le souvenir de Tignes. Et voici que le nouveau lac commence à prendre conscience de l'importance qu'il aura. Maintenant, c'est une lutte entre l'homme et la nature. Le barrage doit monter plus vite que l'eau dans la retenue. Jusqu'au dernier moment, les installations de chantier vont tourner au rythme rapide qui avait été prévu. Elles ne s'arrêteront que lorsqu'elles auront fourni le travail qu'on attendait d'elles. Au-delà d'une certaine hauteur, sur la rive droite, du côté du point fixe, les Blondins ne peuvent plus atteindre quelques endroits qui échappent à leur emprise. Ils déchargent alors leur benne dans une trémie et le béton est mis en place par le relais de grue. Nous pouvons maintenant faire une halte et mesurer du regard le résultat des efforts et des sacrifices qui ont été consentis. Avant que les travaux ne soient terminés, on commence à économiser cette richesse. On emmagasine ces 235 millions de mètres cubes d'eau pendant la saison chaude. Lorsque l'hiver sera venu, cette réserve fournira 700 millions de kilowattheures. Au printemps, le lac, vidé de sa substance, sera prêt à recueillir une nouvelle réserve pour l'hiver suivant. Les sautages à la carrière sont terminés. On procède à l'enlèvement du gros matériel. La route donnant accès à la Laie étant maintenant submergée, on fait appel à des moyens puissants de transbordement. Ce déménagement marque une étape. C'est la fin des gros efforts de construction du barrage. Il est à souhaiter que ce matériel robuste, qui a rendu tous les services qu'on en attendait, trouve à s'employer sur d'autres chantiers et travailler à nouveau à répandre la richesse et l'abondance. Il reste maintenant à achever le couronnement de l'ouvrage, à terminer les orifices d'aération des galeries de prise d'eau et de vidange. Il reste à aménager une route qui permettra le franchissement de la vallée en passant sur la crête du barrage. Longue de 300 mètres, reliant la route nationale au nouveau village de Tignes et à sa future station touristique.
cette nouvelle richesse accumulée, nous en avons ici l'image. Ces usines, que nous avons vues déverser et perdre une eau surabondante, sont maintenant régularisées. Elles vont pouvoir être alimentées en une période où elles connaissaient la pénurie. Sans aucun équipement supplémentaire de ces installations, grâce seulement à l'existence de la réserve de Tignes, on va obtenir d'elles, à un moment particulièrement propice, une production augmentée d'un tiers. Mais les projets ne se bornent pas là. Si le barrage de Tignes, alimentant les usines des Bréviaires et de Malgover, permet une production annuelle de près d'1 milliard de kilowattheures, une galerie, construite à altitude plus élevée sur la rive droite, avec prise d'eau sur les Clous et le Nancruet, alimentera l'usine du Chevril, qui déverse en amont du barrage. Une prise d'eau est d'autre part prévue sur le pont Turin, ainsi que la dérivation de l'arc supérieur. En hiver, les eaux, après avoir travaillé aux Bréviaires, sont amenées par la galerie principale à Malgover. Au printemps et en été, alors que l'usine des Bréviaires cesse toute production, les torrents de la rive gauche continuent à alimenter Malgover. Toutes ces réalisations n'ont leur pleine utilité que grâce au barrage de Tignes. C'est l'un des plus beaux ouvrages de l'équipement énergétique français.